le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Il faut se remettre à neuf pour démarrer en beauté cette nouvelle semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom à la capitale et grande université du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Ruband, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Aux États-Unis, pluie, tornade et crue en Alabama. 13 personnes, dont 9 enfants, ont perdu la vie. 13 personnes ont perdu la vie ce week-end en Alabama, dont 9 enfants. La plupart sont morts dans un carambolage sur l'autoroute. La camionnette d'un foyer d'accueil pour enfants a pris feu dans l'accident, causant la mort de 8 jeunes filles. Voici un reportage signé Euronews. Au moins 13 personnes, dont 9 enfants, ont perdu la vie en Alabama pendant une dépression tropicale ce week-end. La plupart est décédée dans un large accident routier sur une autoroute, probablement causé par les pluies, à 50 km au sud de la ville de Montgomery. La camionnette d'un foyer de l'enfance a pris feu, causant la mort de 8 jeunes, âgés de 4 à 17 ans. Un homme et son bébé ont aussi péri dans l'accident. La perturbation atmosphérique a provoqué des crues et des tornades qui ont détruit des dizaines d'habitations. Un homme de 24 ans et un garçon de 3 ans ont été tués samedi lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Enfin, la dernière victime connue, une femme de 23 ans, aurait fait un écart jusque dans un ruisseau gonflé par les pluies torrentielles. Les vents ont continué dimanche à souffler à plus de 45 km/h. La dépression nommée Claudette devrait devenir une tempête tropicale ce lundi. Elle est alors sur la bonne voie pour se déplacer dans l'océan Atlantique, puis se diriger vers le nord-est du pays. Élection en Éthiopie, un jour historique pour le peuple et le pays. Les Éthiopiens se pressaient aux urnes ce lundi matin pour un double scrutin historique. Désireux de changer les choses dans un pays confronté à des crises majeures, les électeurs semblent investis dans ces élections nationales 2 fois retardées. Voici un reportage signé Africa News. Plein d'espoir, de très nombreux Éthiopiens se pressaient aux urnes ce lundi matin pour un double scrutin historique. Il y a du monde, cela montre que les citoyens sont venus voter et espèrent que ces élections nous mèneront vers un avenir meilleur. Quelques 38 millions d'électeurs sont enregistrés, cependant beaucoup d'entre eux ne se rendront pas aux urnes, notamment dans les zones touchées par des violences. L'un des principaux dirigeants d'opposition du pays s'est néanmoins lui aussi félicité de la participation dans les grandes villes tout en restant prudent. Je m'attends à ce que ce scrutin, malgré quelques difficultés, s'achève de la bonne façon. C'est ce que nous espérons et c'est ce que nous surveillons de très près. Jusqu'à présent, la participation semble être bonne, les gens sont sortis en grand nombre pour voter. C'est une bonne chose, c'est un bon signe. Mais il est encore tôt, nous venons juste de commencer. Depuis notre quartier général, nous suivrons l'évolution de chaque bureau de vote. Et nous aurons une bien meilleure idée ce soir. Nous verrons si ce scrutin est crédible et s'il est le reflet de la volonté du peuple. L'actuel Premier ministre Abiy Ahmed avait promis des élections législatives et régionales les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. Certains veulent réellement y croire. Les précédentes élections étaient antidémocratiques. En termes d'indépendance institutionnelle, en termes de processus, en termes d'accès des médias, nous pouvons dire que ce scrutin est bien meilleur que les précédents. Donc je peux dire que c'est un jour historique pour notre peuple et pour notre pays. Les opérations de dépouillement débuteront dans la soirée. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Covid-19 au Brésil, le seuil des 500 000 morts franchi. Le Brésil est devenu samedi le 2e pays au monde après les États-Unis à dépasser le seuil des 500 000 morts du Covid-19 avec une augmentation récente des décès quotidiens qui confirme l'imminence d'une 3e vague. Voici un reportage signé France 24. Vague de colère au Brésil. Ces manifestants à Rio de Janeiro demandent la démission de Jair Bolsonaro. Après 15 mois d'épidémie, le président continue de minimiser la dangerosité du virus,
de moquer le port du masque et la distanciation sociale et de s'opposer aux mesures de confinement. Nous sommes ici tous contre Bolsonaro. Nous n'allons pas attendre la prochaine élection. Nous voulons qu'il se retire maintenant. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes alors que le Brésil est devenu le deuxième pays le plus touché du monde en nombre de décès. Il vient de passer la barre des 500 000 morts recensés. On manifeste contre le gouvernement génocidaire de Bolsonaro qui n'a pas acheté de vaccin et n'a rien fait pour s'occuper des gens depuis l'année dernière. Le gouvernement est pire que le virus. Les personnels soignants continuent de se battre contre une vague de contamination qui ne montre pour l'instant aucun signe de ralentissement. Le taux d'occupation dans les services de soins intensifs est à plus de 80% dans la plupart des États. Ce qui nous inquiète le plus, c'est le manque de directives de la part des autorités dans la manière de traiter cette maladie. Jair Bolsonaro assure que tout est fait pour l'achat des vaccins, mais l'opposition l'accuse de ralentir les procédures pour des raisons politiques. Seuls 11% de la population a été complètement vaccinée et de nombreuses villes font face au manque de doses. Élections régionales en France, un taux d'abstention record. Le point sur les résultats des régionales marqués par un taux d'abstention inédit. Le retour de la droite, mais aussi la résistance de la gauche, annoncé parfois en tête dans les sondages. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, finalement recule. Le parti d'Emmanuel Macron connaît lui un sérieux revers. Voici un reportage signé TV5 Monde. Jamais les Français n'ont autant boudé les urnes. 33 millions d'électeurs ne se sont pas déplacés ce dimanche. Un taux d'abstention record, entre 66 et 68% selon les sondages. Une faiblesse historique que tous les responsables politiques ne peuvent que regretter. La formation politique que je représente en premier chef a une forme d'humilité. Je crois qu'on peut continuer les débats de politique politicienne. Force est de constater que l'écrasante majorité des Françaises et des Français n'ont pas considéré que cette élection était assez importante pour se rendre aux urnes. Une claque pour La République En Marche. Au niveau national, la majorité enregistrerait un score d'environ 10% seulement. Une abstention qui semble avoir privilégié les présidents sortants, à l'image de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Sous l'étiquette d'hiver droite, l'ancien ministre de Jacques Chirac est en position de force. Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National. Grand gagnant au niveau national, les Républicains. Ils obtiendraient entre 27 et 30% des voix, devançant le Rassemblement national bien moins haut que prévu. Une contre-performance. Le parti de Marine Le Pen ne dominerait que dans une région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le candidat de la gauche ayant décidé de se maintenir, Thierry Mariani, a bon espoir de l'emporter dans une triangulaire. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Le Parti socialiste, lui, a résisté. En tête dans les 5 régions qu'il détient, il peut espérer un score au moins identique à celui de 2015. C'est la récompense de beaucoup de travail que nous avons fait pendant ces 6 années. Les tractations ont déjà commencé pour le second tour. Elles s'étaleront jusqu'à mardi 18h pour négocier des alliances, des fusions ou des retraits de liste. Nucléaire iranien, pas d'avancée concrète lors de nouveau round des négociations. Les négociateurs qui tentent de ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien se rapprochent de l'objectif, mais des points d'achoppement demeurent selon la diplomatie européenne. Voici un reportage signé Euro News. C'est un pas en direction d'un accord, mais loin d'être un pas de géant. À Vienne ce dimanche se tenait une réunion sur le nucléaire iranien. Avec toujours le même casse-tête, comment faire revenir Washington et Téhéran dans l'accord de 2015, lever des sanctions contre fin du programme nucléaire militaire iranien. Le représentant de l'Union européenne se veut tout de même optimiste. Nous sommes plus proches qu'il y a une semaine, mais nous n'y sommes pas encore. Nous avons progressé sur un certain nombre de questions techniques. Nous avons maintenant plus de clarté sur les documents techniques, dont certains sont assez complexes. Et cette clarté nous permet également d'avoir une idée plus précise des problèmes politiques.
Il ne m'appartient pas de juger quel est le nouvel environnement politique à Téhéran, mais je suis sûr que nous aurons une idée plus claire lorsque nous nous réunirons à nouveau. Un prochain round de négociations dont la date n'a pas encore été fixée. Les différentes délégations doivent rentrer dans leurs capitales respectives avant d'à nouveau se réunir. 3 mois après la première rencontre, le dialogue semble encore très compliqué. Apparemment, les efforts diplomatiques pour trouver un langage commun ont été presque entièrement épuisés. Le temps est donc venu de prendre des décisions politiques. Côté israélien, avec l'arrivée à la présidence de la République islamique du conservateur Ebrahim Raïssi, on souligne le double discours supposé de Téhéran. L'élection de Raïssi est, je dirais, la dernière chance pour les puissances mondiales de se réveiller avant de revenir sur l'accord nucléaire et de comprendre avec qui elles font des affaires. Ces types sont des meurtriers de masse. Ebrahim Raïssi a été élu samedi président de l'Iran avec plus de 60% des voix. Il hérite d'une situation économique dramatique. Il a fait savoir qu'il continuerait les négociations afin d'obtenir une levée des sanctions qui asphyxient la société iranienne. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi 21 juin 2021. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Un Jacmel, lundi 21 juin, début de la saison estivale, solstice d'été. Eh bien, solstice d'été, et on parle de la fête de la musique pour ce aujourd'hui. Température sur Boston, 86 degrés Fahrenheit. Ouais, 30 degrés Celsius à Jacmel. 87 degrés Fahrenheit. 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Roubant, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio évangélique Hosanna, la 102.3 FM. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.